la pluie martelait les vitres du café comme un reproche incessant, et Maël, assis au fond de la salle enfumée, sentit son cœur se serrer à la vue de l'enveloppe crème glissée sous la porte de son appartement la veille. « Ton frère t'invite à son mariage. Viens, ou reste dans l'ombre pour toujours. » Les mots, tracés d'une plume élégante mais venimeuse, n'étaient pas une invitation, mais une déclaration de guerre. Et pourtant, en les relisant pour la 10e fois, Maël ne put s'empêcher de rire un rire amer, qui fit tourner les têtes des habitués du quartier Montmartre, ces vieux Parisiens qui connaissaient trop bien les drames de la vie. Hugo, son amant depuis 2 ans, posa une main chaude sur son épaule, ses doigts effleurant la nuque de Maël avec cette tendresse qui avait su panser tant de plaies invisibles. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix douce, teintée d'un accent lyonnais qui adoucissait les angles du monde. Maël leva les yeux, ses prunelles bleues voilées par une fatigue ancienne, et lui tendit l'enveloppe comme on tend une grenade dégoupillée. Hugo la lut en silence, ses lèvres se pinçant légèrement, et quand il releva la tête, son regard était un feu contenu. « Ton frère, ce salaud de PDG, pense qu'il peut encore te briser. Mais il se trompe. On y va ensemble. » C'était ainsi que tout avait commencé, dans ce café aux murs tapissés de souvenirs jaunis, où l'odeur de croissants brûlés se mêlait à celle de la trahison familiale. Maël, 32 ans, architecte freelance aux projets audacieux mais aux comptes en banque maigre, avait fui la maison familiale des beaux quartiers de Neuilly-sur-Seine 10 ans plus tôt. Son frère aîné, Étienne, le golden boy de la finance, avait hérité du trône, une multinationale d'assurance qui dominait les tours de la Défense, un pantoute surplombant les Champs-Élysées, et une fiancée, Claire, issue d'une lignée de banquiers aussi rigide que les cols de leur chemise. Maël, lui, avait osé être lui-même gai, libre, amoureux d'un homme qui réparait des motos dans un garage de Belleville. Pour Étienne, c'était une tache indélébile sur l'écusson familial, une faiblesse à exploiter. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs forcés. Maël fouilla les armoires de son petit atelier rue des Abbesses, exhumant un costume gris perle qu'il n'avait pas porté depuis son coming out raté, lors d'un dîner de Noël où Étienne avait lancé, devant leurs parents pétrifiés, « Si tu veux jouer les rebelles, fais-le ailleurs. Ici, on n'a pas besoin de drame. » Hugo, pragmatique comme toujours, insista pour l'accompagner. « Je ne te laisserai pas affronter ces vipères seuls. Et puis, imagine leur tête quand ils verront que ton péché est un homme plus beau que tous leurs tableaux de maître. » Maël rit, mais au fond de lui, une peur sournoise rampait, et si Étienne avait raison? Et si son amour pour Hugo n'était qu'une illusion fragile, prête à se briser sous le poids des regards? Le mariage se tiendrait au château de Vaux-le-Vicomte, ce joyau baroque à 1 heure de Paris, où Louis XIV avait jadis célébré ses triomphes. L'invitation précisait, tenue stricte, sans excès. Pour Maël, c'était clair, Étienne voulait le voir arriver seul, isolé, un paria en smoking, pour le ridiculiser devant la crème de la société parisienne, avocat, politique, héritier qui sirotait du champagne en chuchotant sur les choix regrettables des uns et des autres. Mais Hugo avait d'autres plans. Il passa des nuits à coudre un foulard de soie autour du col de sa chemise, à polir ses bottes usées jusqu'à ce qu'elles brillent comme des miroirs. « On va leur montrer ce qu'est un vrai couple », murmura-t-il un soir, en embrassant Maël sous la douche, leurs corps enlacés glissant sur la porcelaine ébréchée. À l'approche du jour J, les doutes de Maël s'amplifièrent. Un appel de leur mère, la voix chevrotante, « Viens, mon chéri. » Étienne insiste. « Montre-lui que tu as changé. » « Changé ?» Maël raccrocha, le combiné tremblant dans sa main. « Changé pour qui? Pour redevenir l'ombre d'un fils parfait, ou pour affronter le monstre qu'était devenu son frère? » Hugo le trouva prostré sur le balcon, face à la butte Montmartre baignée de lune. Sans un mot, il s'assit à ses côtés, leurs épaules se touchant comme 2 piliers d'un pont fragile. « Raconte-moi encore comment vous étiez petite, » dit Hugo doucement. Maël obéit, les courses folles dans les jardins du Luxembourg, Étienne le protégeant des bullies à l'école, leur serment d'éternelle fraternité. « Il était mon héros, » avoua Maël, les larmes coulant enfin. « Et maintenant, il veut ma peau. » Hugo l'attira contre lui, ses lèvres effleurant le front de Maël. « Les héros tombent, mon amour. Mais l'amour, lui, se relève. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une urgence nouvelle, leurs corps se mêlant dans la pénombre de l'appartement, comme pour sceller un pacte contre le monde. Maël s'endormit dans les bras de Hugo, le cœur un peu moins lourd, mais au matin, un texto d'Étienne arriva, « J'attends de te voir seul. » Pas de cirque. Le ton était glacial, impitoyable. Maël répondit d'un pouce rageur, « Tu seras déçu. » Puis il effaça le message, et se tourna vers Hugo,
qui souriait en versant du café. Prêt pour la bataille? Les invités affluaient déjà vers Vaux-le-Vicomte quand leur Twingo cabossé s'engagea sur l'allée gravillonnée, bordée de haies taillées au cordeau. Le château se dressait, imposant, ses façades ocre reflétant le soleil d'automne comme un défi à l'humilité. Maël ajusta sa cravate, le neutro serré autour de sa gorge, tandis que Hugo, à ses côtés, exhalait une confiance tranquille. « Regarde-moi, dit-il, et quand Maël obéit, il l'embrassa à un baiser bref mais profond, chargé de promesses. Pour la chance. Ils descendirent de voiture sous les regards curieux des valets en livrée. L'air embaumait le chèvrefeuille et le caviar, un mélange aussi artificiel que les sourires plaqués sur les visages des premiers arrivés. Maël repéra immédiatement la silhouette d'Étienne au loin, près de l'entrée principale, costume sur mesure, cheveux gominés, clair à son bras dans une robe ivoire qui hurlait l'opulence. Son frère tourna la tête, et leurs yeux se croisèrent un instant suspendus, où le passé et le présent se heurtèrent comme des vagues. Étienne haussa un sourcil, son sourire carnassier s'élargissant à la vue de Hugo. Ah, le petit architecte. Et l'ami, lança-t-il d'une voix mielleuse, en s'approchant, flanqué de deux investisseurs bedonnants. Maël sentit son estomac se nouer, mais Hugo s'avança, la main tendue. Hugo. Le partenaire de Maël. Ravi de vous rencontrer, Étienne. J'ai beaucoup entendu parler de vos succès. Le mot au succès le claqua comme une gifle polie. Les investisseurs ricanèrent poliment, et Claire, les lèvres pincées, murmura quelque chose à l'oreille de son fiancé. Étienne ignora la main de Hugo, se tournant vers son frère. Je t'avais dit de venir seul. Pas de distraction. Maël redressa les épaules, sa voix ferme pour la première fois depuis des années. Les distractions, c'est ton mariage, frangin. Moi, je suis venu avec mon avenir. La tension était palpable, un fil tendu prêt à rompre. Les invités, sentant le drame, formaient un cercle discret autour d'eux. Étienne rit, un son faux comme un billet de Monopoly. Ton avenir? Dans tes plans foireux et tes amours éphémères? Montre-toi un peu, Maël. Laisse-les voir le vrai toi sans masque. Les mots étaient des lames, aiguisées par des années de rancune refoulée. Maël vacilla, les souvenirs affluents, les nuits solitaires après son départ de la maison, les refus de prêts familiaux, les rumeurs chuchotées dans les dîners mondains. Hugo posa une main sur son bras, un ancrage silencieux, mais avant que Maël ne puisse répondre, un valet annonça l'arrivée des parents. Le piège se refermait. Le dîner fut une épreuve de feu. Assis à une table excentrique, loin des places d'honneur, Maël et Hugo sirotaient un vin trop cher en écoutant les toasts hypocrites. À l'union sacrée, proclama un oncle, les yeux fuyant vers Maël. Hugo, impassible, glissa sa main sous la nappe, entremêlant ses doigts à ceux de son amant. Tiens bon, murmura-t-il. Mais Étienne, depuis la table principale, leva son verre dans leur direction. À mon frère, qui nous honore de sa présence. Peut-être qu'un jour, il trouvera sa place. Ailleurs. Un éclat de rire courut parmi les invités, et Maël sentit le rouge de la honte lui monter aux joues. Hugo se leva d'un bond, sa chaise raclant le parquet ancien. Ou peut-être qu'il l'a déjà trouvé. À vos côtés, Étienne, mais sans vos chaînes. Le silence tomba comme une guillotine. Tous les yeux étaient rivés sur eux, et pour la première fois, Maël vit la fêlure dans le masque de son frère, une lueur de panique dans ses yeux gris acier. Claire blêmit, serrant le bras d'Étienne comme une bouée. Les parents, figés à l'entrée de la salle, échangèrent un regard désemparé. Maël se leva à son tour, tirant Hugo avec lui. Allons-nous-en, souffla-t-il, mais son amant secoua la tête. Pas encore. Laisse-moi finir. Et devant cette assemblée de faux-semblants, Hugo prononça les mots qui changeraient tout, Maël n'est pas venu pour l'humiliation. Il est venu pour l'amour. Le nôtre. Et si ça vous dérange, c'est votre problème, pas le sien. La soirée s'acheva dans un chaos feutré. Étienne, furieux, les traîna dans un salon adjacent, loin des oreilles indiscrètes. « Qu'est-ce que tu fous, Maël? Tu veux ruiner mon jour, cracha-t-il, le visage congestionné. Maël, le cœur battant, riposta enfin, c'est toi qui m'as invité pour me briser. Mais regarde-toi, marié à une femme que tu n'aimes pas, pour un empire qui te bouffe l'âme. Moi, au moins, j'ai Hugo. Étienne frappa du poing sur une console Louis XV, faisant trembler les bibelots en porcelaine. Hugo? Ce mécano?
Tu vaux mieux que ça. Hugo s'interposa, sa voix calme mais tranchante. Non, Étienne. C'est toi qui vaux moins. Parce que l'argent n'achète pas le courage. Ils quittèrent le château sous une pluie fine, le gravier crissant sous les pneus comme un adieu rageur. Dans la voiture, Maël s'effondra contre l'épaule de Hugo, les sanglots qu'il retenait depuis des heures jaillissant enfin. Merci, murmura-t-il entre deux hoquets. Hugo caressa ses cheveux mouillés. C'est nous contre eux, maintenant. Pour toujours. Mais au fond de lui, Maël savait que la nuit n'était pas finie. Un appel de leur mère, alors qu'il roulait vers Paris, revient. Étienne. Il a dit des choses horribles. Le piège, loin d'être refermé, s'ouvrait sur un abîme plus profond. Les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles tombées, indifférentes au tumulte qui agitait le cœur de Maël tandis que la Twingo filait sur le périphérique. Hugo conduisait en silence, une main sur le volant, l'autre caressant distraitement la cuisse de son amant. « On s'arrête où » demanda-t-il enfin, brisant le poids de l'air confiné. Maël, les yeux rivés sur les néons flous, répondit d'une voix rauque, « Chez nous. Chez toi et moi. Pas chez eux. » Chez eux, ce petit 2 pièces de Belleville, avec ses murs écaillés et ses plantes en pot qui défiaient l'hiver urbain. C'était leur sanctuaire, forgé dans les nuits d'insomnie et les matins de rire partagés, loin des châteaux froids et des frères impitoyables. Mais le téléphone vibra à nouveau, insistante vipère. C'était Étienne. Maël hésita, le pouce suspendu au-dessus de l'écran, puis décrocha. Quoi encore, grogna-t-il. La voix de son frère, altérée par le vin et la fureur, crachota dans l'habitacle, « Tu crois que c'est fini ? Reviens demain. Seul. Ou je te coupe les vivres pour de bon. Maman est effondrée à cause de toi. » Un rire hystérique monta dans la gorge de Maël. Les vivres ? Tu m'as déjà tout pris, Étienne. Mon enfance, ma famille, ma dignité. Hugo est la seule chose que tu ne toucheras pas. Il raccrocha, jetant l'appareil sur le tableau de bord comme un poison. Hugo jeta un regard en coin, ses yeux verts luisants dans la pénombre. Il bluffe. Il a besoin de toi pour se sentir supérieur. Ils rentrèrent à l'aube, les rues de Belleville encore endormies sous un voile de brume. L'appartement les accueillit avec son chaos chaleureux, un chevalet de dessins renversés, des pièces de moto éparpillées sur le sol, l'odeur persistante de basilic frais du dernier pesto maison. Maël se déshabilla en silence, laissant tomber son costume comme une mue, et se glissa sous la douche. L'eau chaude lava les traces de la soirée où le parfum musqué des invités, la sueur de la confrontation mais pas les échos des mots d'Étienne. Tu vaux mieux que ça. Vraiment ? Maël s'appuya contre les carreaux, les larmes se mêlant au jet, quand les bras de Hugo l'enveloppèrent par derrière. Laisse-moi t'aider à oublier, murmura-t-il, ses lèvres traçant un chemin brûlant le long de l'échine de Maël. Leur étreinte fut lente, délibérée, un rituel de reconquête. Hugo, avec sa patience infinie, explora chaque courbe du corps de Maël comme un cartographe redessinant un territoire conquis. Tu es beau, souffla-t-il contre sa peau, et Maël, pour la première fois depuis des heures, se crut. Leurs souffles se mêlèrent, leurs gémissements étouffés par le bruit de l'eau, jusqu'à ce que l'orgasme les terrasse comme une vague libératrice. Allongé ensuite sur le lit défait, Hugo traça des cercles paresseux sur le torse de Maël. Parle-moi de lui. De ton frère. Pourquoi cette haine ? Maël hésita, puis les mots jaillirent, un torrent longtemps retenu. Étienne et lui, enfants, étaient inséparables, des aventures imaginaires dans les greniers de Neuilly, des secrets chuchotés sous les couvertures. Puis l'adolescence avait frappé, avec ses hormones et ses mystères. Maël, découvrant son attirance pour les garçons du lycée, s'était confié à Étienne un soir d'été, sous les étoiles du jardin familial. « Je t'aime comme ça » avait-il balbutié, le cœur en feu. Son frère l'avait serré dans ses bras, promettant le silence et le soutien. Mais le lendemain, lors d'un dîner avec des amis influents du père, Étienne avait lâché une blague, mon petit frère est en pleine phase expérimentale. Classique à son âge. Le ton était léger, mais les regards s'étaient posés sur Maël comme des fers rouges. La graine de la trahison était plantée. Depuis, il me voit comme une menace, conclut Maël, la voix brisée. À ses yeux, mon bonheur gai éclipse son mariage hétéro parfait. Il m'invite pour me rappeler que je suis le perdant. Hugo l'embrassa doucement, ses lèvres salées de larmes. Tu n'es pas un perdant. Tu es un survivant. Et moi, je suis ton allié. Ils s'endormirent enlacés,
mais le sommeil de Maël fut hanté, des rêves où Étienne le noyait dans la Seine, Hugo le sauvant in extremis, une corde faite de foulard de soie. Le lendemain midi, un coup à la porte les tira du lit. C'était la mère de Maël, Élise, élégante dans son tailleur Chanel, les yeux rougis par une nuit sans sommeil. « Je t'en prie, écoute-moi » implora-t-elle en entrant, ignorant Hugo d'un regard fuyant. Maël, en boxer et chemise froissée, croisa les bras. « Qu'est-ce qu'Étienne t'a dit, maman ?» Elle s'assit sur le canapé usé, ses mains tremblantes serrant son sac à main. Il regrette. Le vin, la pression. Il veut te voir. Seul. Pour arranger les choses. Hugo, depuis la cuisine, ricana doucement en versant du café. Arranger ? Comme la dernière fois, quand il a arrangé ton coming out en le transformant en ragot. Élise tressaillit, jetant un œil à Hugo comme s'il était un intrus. Toi, le mécano. Tu ne comprends pas. Notre famille a des apparences à maintenir. Maël explosa, les apparences ? C'est pour ça que papa est mort seul, rongé par ses secrets ? Pour que Étienne puisse parader avec sa Claire en carton ? La pièce sembla rétrécir, l'air chargé d'électricité. Élise pleura alors, un sanglot étouffé qui brisa Maël. Ton père. Il t'aimait, tu sais. Mais il avait peur. Comme moi. Hugo posa une tasse fumante devant elle, sa voix adoucie, la peur n'excuse pas la cruauté, madame. Laissez Maël choisir sa vie. Elle partit après une heure de supplication, promettant de parler à Étienne. Mais Maël, seul avec Hugo, sentit le doute s'insinuer. Et si j'y allais ? Seul. Pour clore le chapitre. Hugo secoua la tête, furieux. C'est un piège. Il veut te briser pour se sentir entier. Leur dispute éclata, la première vraie depuis des mois, Maël accusant Hugo d'être trop protecteur, Hugo reprochant à Maël sa complaisance envers la famille toxique. Tu mérites mieux que ces chaînes, cria Hugo, claquant la porte du balcon. Maël s'effondra sur le sol, le cœur en miettes, se demandant si l'amour pouvait survivre à tant de fantômes. Les jours suivants furent un purgatoire. Maël erra dans Paris comme un âne, esquissant des plans d'architecture qu'il jetait aussitôt, évitant les appels d'Étienne. Hugo, rentrant tard du garage, les mains noires de graisse, tentait de recoller les morceaux avec des dîners improvisés, ratatouille épicée, vin de table bon marché, et des histoires drôles de clients excentriques. Souviens-toi de ce vieux colonel qui voulait transformer sa Rolls en tank, riait-il, et Maël souriait malgré lui. Mais la nuit, dans l'intimité du lit, leur corps se cherchait avec une urgence désespérée, comme pour conjurer la séparation invisible qui grandissait. Puis vint l'invitation surprise, un dîner familial réconciliateur chez les parents, boulevard Saint-Germain. Viens seul, insistait le mot d'Élise. Maël, rongé par la culpabilité, accepta en secret. Juste pour maman, se justifia-t-il à Hugo, qui le fixa d'un regard blessé. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Mais Maël partit, le cœur lourd, laissant Hugo seul avec ses outils et ses silences. Le dîner fut un théâtre d'ombre. La table dressée comme pour un deuil, Élise servant un coq au vin fade, le père absent planant comme un spectre. Étienne arriva en dernier, Claire au bras, son sourire victorieux. Frère. Content que tu sois venu. Les mots étaient doux, mais les yeux durs. Ils parlèrent de tout et de rien à affaires florissantes, projet de Claire pour une fondation caritative jusqu'à ce qu'Étienne pose la question fatidique, et toi, Maël ? Toujours avec. Lui ? Le lui claqua comme une insulte. Maël avala sa salive. Hugo est plus qu'un lui. C'est l'homme de ma vie. Étienne rit, un son qui fit teinter les verres. L'homme de ta vie ? Dans ton taudis de Belleville ? Réveille-toi. J'ai une offre, un poste dans ma boîte. Architecte en chef pour nos tours. Mais sans distraction. Laisse Hugo, et reviens dans le droit chemin. La proposition pendait comme une carotte empoisonnée. Élise hocha la tête frénétiquement, pense à nous, mon chéri. Maël sentit le monde basculer. Vous me demandez de choisir entre ma famille et mon âme. Étienne se pencha, voix basse, la famille, c'est l'âme. Hugo n'est qu'un caprice. Maël se leva, renversant sa chaise. Vous êtes des hypocrites. Tous. Il sortit en trombe, les larmes brouillant les réverbères du boulevard. Dehors, sous une pluie battante, il composa le numéro de Hugo.
Pas de réponse. Paniqué, il est là un taxi pour Belleville, le cœur cognant comme un marteau. L'appartement était vide, les lumières éteintes. Sur la table, un mot, si tu choisis eux, je m'en vais. Pour de bon. Je t'aime trop pour te regarder te perdre. Le monde de Maël s'effondra. La trahison d'Étienne n'était rien comparée à cette fêlure dans son paradis. La pluie s'infiltrait par les fenêtres mal jointes de l'appartement, goûtant sur le plancher comme des larmes oubliées, tandis que Maël serrait le mot de Hugo dans son poing tremblant. L'aube pointait à peine, un gris laiteux qui enveloppait Belleville d'une mélancolie poisseuse, et déjà, le vide laissé par Hugo pesait comme une enclume sur sa poitrine. Il arpenta la pièce en cercle frénétique, renversant un pot de peinture qui s'étala en flaques bleues la couleur de leur premier baiser, sous un ciel doux parisien. Idiot, se maudit-il, s'effondrant contre le mur, le visage enfoui dans ses mains. Comment avait-il pu croire qu'un dîner pouvait réparer des années de fractures? Étienne n'offrait pas une main tendue, mais une laisse dorée. Le téléphone sonna, strident, et Maël décrocha sans regarder. C'était Élise, la voix chevrotante d'inquiétude feinte. « Maël? Où es-tu » Étienne est furieux, mais il veut discuter. « Reviens, s'il te plaît. » Il raccrocha d'un geste sec, bloquant le numéro. Non. Plus de mensonges sucrés. Il attrapa son manteau, les clés de la Twingo, et fila vers le garage de Hugo, niché dans une ruelle étroite du 19e arrondissement. Les volets étaient baissés, la porte cadenassée, et un voisin, un vieux Turc fumant sa chicha, haussa les épaules, le beau gosse. Parti à l'aube. Bagarre d'amoureux, hein. Ça arrive. Maël roula sans but, Paris se déployant comme un labyrinthe hostile, les boulevards engorgés, les cafés bondés d'inconnus indifférents, la Seine coulant paresseusement, témoin muet de tant de cœurs brisés. Il s'arrêta enfin sur le pont des Arts, ce lieu maudit des cadenas d'amour, et s'accouda à la rambarde, le vent froid fouettant ses joues. Hugo, murmura-t-il au vide, imaginant les cadenas qu'il n'avait pas accrochés, par superstition ou par peur. Son esprit vagabonda vers leur rencontre. 2 ans plus tôt, Maël, fuyant une expo d'architecture ratée, avait glissé sur une flaque d'huile devant le garage. Hugo l'avait rattrapé, riant de sa maladresse, et l'avait invité pour un café réparateur. Ce jour-là, sous les néons clignotants d'un bistrot syrien, leurs mains s'étaient frôlées, et le monde avait basculé. Mais maintenant? Maël sortit son téléphone, composa le numéro de Hugo une dizaine de fois, tombant sur la messagerie. Reviens. J'ai merdé. C'est toi, mon avenir. Les messages s'empilaient, désespérés, puis le silence. Il erra toute la journée, esquivant les appels d'Étienne. C'est pour ton bien, petit frère, et d'Élise, ne sois pas têtu. Le soir venu, épuisé, il rentra à l'appartement, où l'absence de Hugo était un fantôme tangible, le lit froid, l'odeur de son aftershave estompé, les outils abandonnés comme des reliques. C'est alors qu'un coup retentit à la porte. Maël l'ouvrit, le cœur en suspens, mais ce fut un coursier, livrant un paquet anonyme. Dedans, les clés de l'appartement, et une lettre manuscrite. Maël, je t'aime, mais je ne peux pas te regarder choisir la cage. Trouve-toi. Hugo. Les mots le frappèrent comme un uppercut, et il s'écroula, hurlant dans le vide. La nuit fut un cauchemar, rêve de poursuites interminables, Étienne riant aux éclats, Hugo s'éloignant sur une moto fantôme. Au matin, une résolution naquit des cendres, il affronterait son frère, non pour pardonner, mais pour trancher les liens une fois pour toutes. Il se rendit à la Défense, ce quartier de verre et d'acier qui symbolisait l'empire d'Étienne, tour phallique dominant la skyline, où les âmes se monnayaient au kilo. Le bureau du PDG, au 50e étage, était un sanctuaire minimaliste cuir noir, vue panoramique sur la ville soumise. Étienne l'accueillit avec un sourire carnassier, Claire absente pour une réunion. « Assieds-toi, Maël. »« Café ?» Il obéit, les jambes raides. Pas de blabla. « J'ai rompu avec Hugo. »« À cause de toi. » Étienne haussa un sourcil, feignant la surprise. « Rompu ? Parfait. Maintenant, l'offre tient, le poste, un salaire décent, et maman sera heureuse. Oublie-t. Inclination. Trouve une femme convenable. » Maël sentit la bile monter. Inclination ? Tu parles de mon amour comme d'une maladie ? Étienne s'appuya en arrière, les doigts tambourinant sur le bureau. C'est ce que c'est. Regarde-toi, fauché, seul. Moi, j'ai tout construit.
Pour la famille. La fureur de Maël éclata comme un orage. Construit sur des mensonges. Tu m'as trahi la première fois, et tu recommences. Hugo n'est pas une phase, c'est ma vie. Et toi, avec ton mariage bidon, tu n'es qu'un lâche en costard. Étienne bondit, le visage déformé. Lâche. J'ai sauvé notre nom. Toi, tu l'aurais sali avec tes caprices gais. Le cri résonna dans la tour, et pour la première fois, Maël vit la vérité nue. Étienne n'était pas un héros déchu, mais un homme brisé, jaloux de la liberté que son frère avait osé saisir. Tu m'envies, murmura Maël, stupéfait. Mon bonheur te ronge. Étienne recula, blême. Sors d'ici. T'es viré de la famille. Maël partit sans un regard en arrière, l'ascenseur descendant comme un aveu de défaite. Mais en bas, dans le hall climatisé, un texto de Hugo, besoin de temps. Mais je t'aime. Les semaines suivantes furent un brouillard de reconstruction. Maël plongea dans son travail, décrochant un contrat pour un loft éco-responsable dans le Marais, ses traits audacieux reflétant sa renaissance. Il écrivit à Hugo, des lettres manuscrites postées dans des boîtes aux lettres anonymes, sans toi, Paris est gris. Reviens, et on peindra nos couleurs. Pas de réponse, mais des signes, une moto garée sous leur fenêtre, un café laissé sur le pas de la porte. Étienne, de son côté, lança une offensive sournoise, rumeur dans les cercles architecturaux, chèque refusé pour aide fraternelle. Élise appelait, suppliante, il est ton sang, Maël. Mais le sang, il le savait maintenant, ne valait rien sans cœur. Un soir d'hiver, alors que la neige rare saupoudrait Montmartre, Maël reçut un appel inattendu. C'était Claire, la voix tremblante. Étienne. Il a tout avoué. Le mariage, c'est pour l'image. Il est. Comme toi. Gay. Il m'a trompé avec son assistant. Le monde de Maël vacilla. Quoi? Claire sanglota, il t'humilie parce qu'il se hait lui-même. Aide-le, s'il te plaît. Maël raccrocha, sonnait. La trahison prenait un sens nouveau, non pas haine pure, mais projection d'une douleur refoulée. Il marcha jusqu'au Sacré-Cœur, la ville étincelante à ses pieds, et pleura pour l'enfance perdue, pour le frère qu'il avait aimé. Hugo réapparut comme un mirage, un mois plus tard, sous la pluie de printemps qui lavait les toits de Belleville. Il se tenait sur le seuil, trempé, un bouquet de marguerites fanées à la main. Je suis rentré tôt du garage. Pour toi. Maël le tira à l'intérieur, leurs lèvres se trouvant dans un baiser salé de pluie et de regret. Pardon, murmura Hugo contre sa bouche. J'avais peur de te perdre pour eux. Maël secoua la tête, les doigts dans les cheveux humides de son amant. C'est moi qui ai failli te perdre. Mais plus jamais. Leur nuit fut une célébration, corps entrelacés, rires étouffés, promesses chuchotées dans l'obscurité. Pourtant, l'ombre d'Étienne planait. Un matin, un colis arriva, des photos d'enfance, avec une note, désolé. Parle-moi. Maël hésita, puis invita son frère dans un café neutre, place de la Contrescarpe. Étienne arriva vieilli, les traits tirés, sans costard. Claire m'a quitté, avoua-t-il d'emblée, la voix cassée. Tout ça pour rien. Maël, Hugo à ses côtés, l'écouta déballer des années de mensonges, l'assistant, les nuits solitaires, la jalousie viscérale envers la franchise de Maël. Je t'ai haï parce que tu osais être libre. Moi, je me cache. Les larmes coulaient, et pour la première fois, Maël vit son frère non comme un ennemi, mais comme un homme brisé. Ils nous ont forgés dans le même moule toxique, dit Maël doucement. Hugo, silencieux jusqu'alors, intervint, la liberté, c'est contagieux. Laisse-toi infecter. Étienne rit, un son vrai enfin. Peut-être. Le café se prolongea, des heures de confession, et quand ils se séparèrent, une ébauche de pont se dressait sur l'abîme. L'été revint sur Paris comme une amante capricieuse, étouffant la ville sous une canicule qui faisait miroiter l'asphalte et gonfler les cœurs d'espoir mièvre. Maël et Hugo, réconciliés dans la chair et l'âme, transformèrent leur appartement en bulle de quiétude, volets clos contre le soleil impitoyable, draps légers où leurs corps s'entremêlaient paresseusement, et des projets murmurés dans la sueur partagée. Et si on partait, proposa Hugo un après-midi, alors que Maël esquissait un jardin suspendu sur son chevalet. Provence, peut-être. Loin des tours et des frères. Maël leva les yeux, un sourire espiègle aux lèvres. Fuir? Non. On affronte.
Ensemble. Car Étienne, malgré la trêve fragile du café, n'était pas un homme à se rendre facilement. Des textos sporadiques arrivaient, déjeuner? Besoin de conseils pro. Maël en discutait avec Hugo, qui hochait la tête avec prudence. Il teste les eaux. Ne te noie pas. Mais la curiosité, ou peut-être l'amour fraternel résiduel, poussa Maël à accepter un déjeuner au Fouquet's, ce bastion des puissants sur les champs. Étienne était là, plus soigné que jamais, mais avec une lueur nouvelle dans les yeux vulnérables, presque. J'ai annulé le mariage, lâcha-t-il en commandant des huîtres. Claire mérite mieux. Et moi? Je vois un thérapeute. Maël cligna des yeux, stupéfait. Vraiment? Étienne hocha la tête, évitant son regard. À cause de toi. De ta force. Le mot force plana entre eux comme un pont branlant. Ils parlèrent des heures, des souvenirs d'enfance ravivés, des regrets parentaux, et pour la première fois, Étienne évoqua leur père, cet homme rigide qui, sur son lit de mort, avait murmuré à Étienne, « Protège ton frère. Il est différent. » Au lieu de protéger, Étienne avait étouffé, par peur de sa propre différence. « Je suis gay, Maël. Depuis toujours. Mais j'ai enterré ça sous des strates d'argent et de mensonges. » Les aveux coulèrent, libérateurs, et quand ils se quittèrent, Étienne serra Maël dans ses bras, un geste maladroit, mais sincère. « Merci de ne pas m'avoir abandonné. » Hugo accueillit le récit avec un scepticisme teinté d'espoir. C'est un début. Mais les actes comptent plus que les mots. Et les actes suivirent, Étienne envoya un chèque non pour aider, mais pour investir dans le loft du Marais, avec une note, partenaire, pas bienfaiteur. Il invita même Hugo à un match de foot au Stade de France, une soirée au quart, mais hilarant, tous les deux hommes, si différents, trouvèrent un terrain d'entente dans les bières tièdes et les jurons complices. Maël observait, émerveillé, son frère, le PDG impitoyable, riait aux éclats, libéré d'un poids invisible. Pourtant, le paradis n'était pas sans serpent. Élise, apprenant les confidences d'Étienne, explosa lors d'un appel, « C'est une phase. Comme toi, Maël. Pense à la famille. » La vieille blessure saigna à nouveau, et Maël, blessé, coupa les ponts temporairement. « Elle ne changera pas, soupira-t-il à Hugo, lové contre lui sur le canapé. Mais nous, si. On construit notre propre famille. » Hugo l'embrassa, profond et rassurant. Oui. Avec des rires, des disputes, et beaucoup d'amour. L'été culmina en un week-end volé à la campagne, dans une maison louée près de Giverny, où Monet avait peint ses nénuphars. Ils roulaient la capote baissée, le vent fouettant leurs cheveux, Hugo chantant faux des airs de Brassens. À leur arrivée, la maison était un havre, jardin en friche, rivière murmurante, et un lit king-size sous les poutres apparentes. Leurs jours se fondirent en une symphonie sensuelle, matin paresseux à peindre nus, après-midi à pêcher des truites qu'ils grillèrent au feu de bois, nuit où leur corps explorait des territoires inavoués, tendres et sauvages. Je t'aime, halta Hugo une nuit, au bord de l'extase, et Maël, les ongles enfoncés dans son dos, répondit, pour l'éternité. Mais le retour à Paris apporta les ombres. Étienne, en pleine crise, annula des réunions pour réfléchir, et un soir, il débarqua chez Maël, ivre et désespéré. Je vais tout perdre, génie-il, effondré sur le seuil. La boîte, la réputation. Si on apprend. Hugo, pragmatique, lui prépara un café noir. Perdre pour gagner, mec. C'est la règle. Ils veillèrent Étienne, l'écoutant dévider ses peurs, le conseil d'administration homophobe, les investisseurs traditionalistes, la solitude d'un placard doré. Maël, tenant la main de son frère, promit, on traverse ça ensemble. Coming out ou pas, t'es pas seul. Le chaos trao survint une semaine plus tard, lors d'une gala de charité organisée par la multinationale d'Étienne au Palais Garnier. Viens avec Hugo, avait-il insisté. Claire sera là, pour la façade. Maël accepta, vêtu d'un smoking taillé sur mesure, Hugo rayonnant à ses côtés en velours bleu nuit. L'opéra bruissait de murmures, le frère du PDG? Avec un homme? Les regards piquants, les sourires faux. Puis Étienne monta sur scène, micro en main, pour un discours sur l'inclusion. Les mots étaient polis, mais Maël sentit le tremblement dans sa voix. Soudain, Étienne s'arrêta, balaya la salle du regard, et lâcha, l'inclusion commence chez soi. Mon frère Maël m'a appris ça. Et moi. Je suis gay. Fier de l'être, grâce à lui.
Un silence de mort tomba, brisé par des applaudissements épars, puis un tonnerre. Claire, au premier rang, se leva la première, serrant Étienne dans ses bras non comme une épouse, mais une amie. Maël, les larmes aux yeux, grimpa sur scène, Hugo derrière lui. Les frères s'étreignirent, sous les flashs des photographes, et pour un instant, le monde sembla guérir. Mais dehors, dans les coulisses, la réalité frappa, appel furieux du board, titre dans les journaux du matin au scandale au gala, le PDG outé. Étienne vacilla, mais Maël et Hugo le soutinrent. On gère, dit Hugo, avec son pragmatisme lyonnais. Ils passèrent la nuit à élaborer un plan, communiqué de presse, soutien psychologique, alliance avec des assos LGBT. Élise, apprenant la nouvelle, débarqua à l'aube, non pour juger, mais pour enlacer ses fils. Je suis désolé. Pour tout. Les excuses coulèrent, et pour la première fois, la famille se reforma imparfaite, mais vraie. Pourtant, la trahison n'était pas oubliée. Un rival d'Étienne, flairant le sang, lança une OPA hostile sur la compagnie, exploitant le scandale. Les jours devinrent un tourbillon, réunions tendues, nuit blanche, Maël jonglant entre son loft et les conseils de guerre fraternelle. Hugo, pilier inébranlable, réparait non seulement des motos, mais des âmes, un pas à la fois, répétait-il, massant les épaules nouées de Maël. Leur amour, mis à l'épreuve, en sortit plus fort des matins volés pour des câlins urgents, des dîners où ils riaient des absurdités du monde. Le climax financier arriva lors d'une assemblée extraordinaire, Étienne, flanqué de Maël et Hugo, affronta les actionnaires. Oui, je suis gay. Et oui, je dirige cette boîte mieux que quiconque. L'amour ne divise pas, il unit. Les votes fusèrent, serrés, mais l'OPA échoua. Victoire. Dans la limousine qui les ramenait, Étienne pleura, libéré. Merci, petit frère. Tu m'as sauvé. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre et rouge, les feuilles du Luxembourg tourbillonnant comme des confettis d'adieu à l'été des révélations. Maël, marchant main dans la main avec Hugo le long de la Seine, sentait pour la première fois une paix profonde s'installer au non l'euphorie fugace, mais une sérénité forgée au feu des épreuves. Le loft du Marais était achevé, un sanctuaire de verre et de verdure, où la lumière dansait sur des murs couverts d'esquisses, et où Étienne, désormais allié plutôt que tyran, avait inauguré l'espace d'un toast à la famille recomposée. Élise, apprivoisée par le temps, tricotait désormais des écharpes arc-en-ciel pour ses fils, un geste maladroit vers la rédemption. Mais la vie, cruelle dans sa tendresse, réservait encore des ombres. Étienne, outé et victorieux, dut affronter un harcèlement sournois, lettres anonymes, regards en coin dans les couloirs de la Défense. C'est dur, confia-t-il un soir, lors d'un dîner à 4 lui, Maël, Hugo, et une nouvelle amie, Sophie, une avocate lesbienne que Claire avait présentée. Mais pour la première fois, je respire. Hugo, levant son verre de Bordeaux, trancha, la respiration, c'est le début. Le reste suit. Sophie rit, et l'air se chargea d'une complicité nouvelle, un réseau tissé dans la vulnérabilité partagée. Maël, de son côté, florissait. Son agence d'architecture, boostée par l'investissement fraternel, attirait des clients visionnaires, des espaces inclusifs, des bâtiments où l'amour, sous toutes ses formes, trouvait écho dans les lignes courbes et les ouvertures généreuses. Hugo, promu chef d'atelier, parlait de voyager un road trip en Italie, peut-être, pour sceller leur union d'une bague discrète. Pas de mariage clinquant, murmura-t-il un soir, enlacé à Maël sur le balcon du loft, face aux lumières de Notre-Dame restaurée. Juste nous, et un prêtre cool à Rome. Maël rit, le cœur gonflé. Ou un notaire parisien. L'essentiel, c'est toi. Le conflit latent ressurgit lors d'une visite impromptue d'Élise. Elle arriva un après-midi pluvieux, un gâteau aux pommes dans les mains, sa spécialité, symbole d'un foyer d'antan. J'ai lu les journaux, dit-elle en s'asseyant, les yeux fuyants. Sur Étienne. Sur vous. Maël, sentant le piège, croisa les bras. Et elle déglutit, les mots peinant à sortir. J'ai toujours su, pour ton père. Il aimait un homme, avant maman. Un artiste. C'est pour ça qu'il était si dur. La révélation frappa comme un éclair, le fantôme paternel, non monolithe de rigidité, mais homme tourmenté. Élise pleura. J'ai eu peur pour vous deux. Peur de perdre tout. Hugo, depuis la cuisine, posa une tasse de thé devant elle. La peur vole le temps, madame. Regardez-nous, on a choisi l'amour.
Élise hocha la tête, essuyant ses joues. Apprends-moi, alors. À être une mère fière. La conversation s'étira, des heures de vérité nue, et quand elle partit, elle serra Hugo dans ses bras, un geste timide, mais vrai. Prends soin de lui. Maëlle, émue, se tourna vers son amant. Tu es magique. Le dénouement vint avec douceur, lors d'une soirée d'hiver au Moulin Rouge où, ironie du sort, ce temple des excès choisi par Étienne pour un dîner familial élargi. La salle bruissait de plumes et de paillettes, un contrepoint joyeux au drame passé. Étienne, à l'aise dans un costume décontracté, présenta son premier petit ami officiel, un graphiste nommé Lucas, timide mais rayonnant. Il me supporte, blagua Étienne, et les rires fusèrent, sincères. Élise, voilée d'un châle élégant, leva son verre, à nos erreurs, qui nous mènent à la lumière. Maëlle, Hugo à ses côtés, sentit les larmes monter au nom de tristesse, mais de gratitude. Plus tard, sur la scène improvisée, Étienne prit le micro pour un discours impromptu. J'ai invité mon frère à mon faux mariage pour l'humilier. Mais il est venu avec Hugo, et ils m'ont sauvé. Les projecteurs pivotèrent sur Maëlle et Hugo, enlacés, et la salle applaudit, un tonnerre d'acceptation. Étienne descendit, serrant son frère. Pardon, Maëlle. Pour tout. Maëlle l'étreignit, murmurant, on est quitte. Frère, pour de bon. La nuit se poursuivit en tourbillon, danse folle, champagne qui pétillait comme des bulles de joie, et un slow volé par Maëlle et Hugo, leurs corps collés sous les lumières tamisées. C'est notre fin heureuse, demanda Maëlle, la tête sur l'épaule de son amant. Hugo sourit, ses lèvres effleurant l'oreille. Non. Notre début. Dehors, Paris dormait sous un ciel étoilé, indifférente aux sagas humaines, mais complice de leurs amours. Des mois plus tard, lors d'une cérémonie discrète à la mairie du VE arrondissement, Maëlle et Hugo échangèrent des vœux simples, dans la joie et la peine, dans les châteaux et les garages, je t'aime. Étienne fut le témoin, Élise la photographe émue, et Lucas le maître de cérémonie improvisé. Pas de tralala, juste des alliances en or blanc, gravées sans chaîne. La lune montait sur la scène quand ils rentrèrent, main dans la main, vers leur loft, un foyer bâti non sur l'héritage, mais sur le courage. Et dans ce Paris éternel, où l'amour défie les conventions comme la pluie défie le soleil, Maëlle sut que la vie, avec ses trahisons et ses rédemptions, était un chef-d'œuvre inachevé. Humain, imparfait, profondément romantique. Avec Hugo à ses côtés, il était prêt à en peindre chaque trait.